Rebonjour donc à vous, chers internautes, et merci si vous venez de nous rejoindre seulement maintenant. C'est l'instant invité de votre émission Carré Politique et je reçois sur ce plateau Ralmeg Ganaho. Il est un acteur de la société civile, président de l'ONG Changement Social Bénin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, donc, nous parlerons de la contribution des organisations de la société civile dans la présidentielle de 2021, dont le processus vient d'être lancé. Et je m'en vais vous demander, M. Ganaho, quel regard, quelle lecture déjà faites-vous sur la conduite du processus électoral par la Commission électorale nationale autonome? Il n'y a pas de lecture sans principe, il n'y a pas de lecture sans critères d'appréciation, il n'y a pas de lecture sans suivi rigoureux d'un cadre normatif, peut-être conventionnel, si on veut. Au fond, nous, on n'est pas dans une position de critique fondée sur des préjugés, mais c'est beaucoup plus en exigeant la redevabilité électorale sur les principes qui sont supposés en fait jalonner un processus électoral une fois que le cycle électoral est ouvert. Voilà. Dans le cas d'espèce, le cycle électoral est ouvert et il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et nous sommes en train de suivre de très près depuis le lancement du calendrier électoral. Nous avons compris qu'il y avait urgence. Il y avait urgence sur des éléments essentiels du processus. Il vous souvienne que le 3 septembre 2020, plusieurs organisations réunies au sein de l'initiative Laissez-moi choisir avaient sorti un document de position. Document de position qui avait suffisamment explicité les craintes quant à l'organisation des élections sur la base des dispositions telles que libellées dans la Constitution et dans le Code électoral par rapport au parrainage. Nous avons eu une très belle écoute, à mon avis, parce que dans la foulée, le chef de l'État, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, avait garanti en quelque sorte, avait promis en quelque sorte l'ouverture de la compétition au-delà de la majorité présidentielle. Et donc, il promettait en quelque sorte la concurrence, la compétition au sens propre du terme. Voilà. Donc, pour nous, une élection démocratique et démocratique lorsque vous avez une pluralité, disons, de candidatures concurrentielles et qui permettent vraiment d'avoir une offre alternative de gouvernance. Et donc, pour nous, c'était bien que le chef de l'État ait promis ça dans un entretien. Et donc, depuis lors, comment on a commencé... La promesse, vous l'avez dit, la promesse a été faite par le chef de l'État au détour de l'entretien. Il a reprécisé déjà à d'autres occasions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir, vous avez le sentiment que les choses sont en train d'être organisées pour que les élections soient véritablement inclusives? Voilà. Donc, au fond, la promesse du chef de l'État est réitérée, comme vous le mentionnez, et aussi est reprise par certains cadres de la majorité présidentielle. Il y a un pas. C'est-à-dire, le pas, c'est la nécessaire expression de cette promesse-là dans le cadre légal, puisqu'on est en République. Et donc, il était nécessaire, on a gardé espoir vraiment que les modalités d'application de l'article 132 dernier tiré du Code électoral, les modalités en elles-mêmes, de façon légale, allaient vraiment garantir donc, la concurrence électorale. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les griefs qu'on peut avoir sur le processus législatif ayant conduit à définir dans le code électoral et le parrainage. Il faut faire une différence entre ce grief-là et le grief qu'on peut porter sur les modalités, même là où on est actuellement, d'application de 132 défini par la Sénat. La Sénat, au lieu de dire par exemple qu'un candidat peut parrainer, c'est-à-dire un duo, et il pouvait aussi définir peut-être qu'un candidat parraine peut-être un membre du duo, et donc pour finir, il faut 32 au moins 32 parrains pour le parrainer. duo, le ticket. C'est pour vous dire en fait que les options de lecture
de 132 sont multiples, pour autant que la loi soit restée suffisamment muette. Mais il y a l'esprit du législateur. Donc, et puis, dans l'esprit du législateur, ce n'est pas qu'on voit forcément chaque membre du duo doit aller quérir un parrain, ce n'est pas ça. Non, c'est pas aussi forcément qu'un parrain, c'est-à-dire qu'un parrain peut parrainer, c'est-à-dire le duo, ce n'est pas aussi forcément, c'est-à-dire que il y a assez de... Le collège de parrainage est valable pour le duo. C'est pour ça que je dis, la lecture faite par la Sénat n'est pas une lecture absolue. Vous comprenez? On peut avoir des ouvertures. C'est-à-dire, on peut définir autre modalité d'application, c'est-à-dire de 132 dernier tiré. Et voilà, ce n'est pas la seule modalité possible. C'est comme si le législateur n'a pas été précis. Non, ça là, c'était clair qu'il n'a pas été précis et qu'il fallait... Il y a beaucoup de points d'ombre, il y a beaucoup de points d'ombre sur... Nous sommes la seule démocratie au monde où le parrainage soit décidé avec... c'est-à-dire, en quelques mots, dans la Constitution, en quelques mots, dans le code électoral. C'est-à-dire, nous avons un cadre légal très pauvre sur le parrainage. Si on fait une si grande réforme, et pour finir, vous avez une telle pauvreté normative sur la question, franchement, nous sommes la seule démocratie au monde. Ailleurs même, défaut de normes suffisamment explicites sur l'opérationnalisation, et son application a été suspendue ailleurs. Donc, il faut, ça c'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'heure des guéguerres, des polémiques sur, bon voilà, le processus ayant conduit à, disons, la définition du parrainage dans la Constitution, dans la loi, ça c'est notre débat. Voilà. Il faut évoluer dans les échanges. Mais là où on est actuellement, quand bien même la pilule du parrainage passe, on accepte, on avale, mais il faut quand même l'avaler avec, c'est-à-dire des précisions sur la posologie. Voyez-vous? Et c'est ça ce qu'on dit, c'est-à-dire la posologie définie par la Sénat pourrait poser problème. Avec ça, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des problèmes par rapport aux exigences de démocratie, c'est-à-dire compétitive, aux exigences en fait de compétition électorale, de concurrence électorale. Et c'est pourquoi... Et là-dessus, justement, sur cette question-là, précisément, vous avez le lundi 11 janvier dernier, un collège d'organisation de la société civile, dont Changement Social Bénin, avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle contre l'anonymat du parrainage. Pour vous, il paraît que cela ne garantit pas une pluralité de candidatures concurrentielles. Expliquez-nous. Ah bon oui, et c'est pas... Bon, c'est le motif qui a été avancé dans ce recours. Oui, c'est juste Changement Social Bénin qui a saisi, et pas ma signature, qui a saisi la Cour, mais dans la logique du plaidoyer laissez-moi choisir. Et nous avons saisi la Cour pour vraiment expliquer qu'il était nécessaire pour la Cour dans sa procédure de régulation d'apprécier en fait et de constater avec nous l'imprévisibilité auquel nous expose le modus operandi de la Sénat pour vraiment donc aller à sa suspension et le temps donc de définir très rapidement d'une modalité d'application qui garantisse vraiment la prévisibilité, la concurrence, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est dommage parce que la décision est déjà rendue et la décision circule, certains lisent, mais sans même, vous ne verrez nulle part dans la décision la formulation exacte de la demande, par exemple, qu'il y a dans mon recours. Et avec assez de confusion, ce que vous lirez dans la décision comme étant ma demande n'est pas ma demande. Parce que il faut comprendre simplement... Est-ce que quelque part, votre préoccupation n'est pas déjà vidée par la décision du 7 janvier? C'est ce que je dis. Le juge a tenté de rapprocher, a forcé un lien entre ma demande et la décision du 7, ce qui n'est pas le cas. Parce que la décision du 7, justement, et c'est par rapport à ceux qui ont un problème direct sur l'application de 132. Et ma demande, mon recours n'est pas à ce niveau. Mon recours est beaucoup plus au niveau des modalités définies par la Sénat. Dans l'opérationnalisation. Dans l'opérationnalisation. Et comme la Sénat est une institution du cycle, une institution majeure qui intervient dans le processus, donc la Cour est en situation aussi de pouvoir réguler en fait cette décision. C'est pas la première fois qu'on l'invite, pas la première fois qu'elle-même, c'est-à-dire s'auto-invite et puis régule. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est assez clair. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette confusion dans la décision rendue, quoi qu'à l'audience du 21... Vous n'êtes pas satisfait de la décision de la Cour? Non, mais évidemment, à l'audience du 21, pour la mise en délibéré, nous avions publiquement expliqué à la Cour qu'il y avait une méprise ou bien en fait une mauvaise lecture de notre demande. On l'a expliqué clairement, et je pense que note a été prise par le greffier de ce que nous n'avons jamais demandé la suppression, nous n'avons jamais
demander encore moins parce qu'on dit suspendre, quand on fait référence à l'ancienne, on dit suspendre et supprimer tout ça, ainsi de suite, l'application. Le débat évolue en Mais temps. il faut nuancer, c'est-à-dire la requête qui porte sur l'application et la requête sur les modalités d'application. Il faut nuancer. C'est pour ça, c'est dommage que la structure de la décision elle-même ne permet pas de lire in extenso la requête qui est la nôtre, et puis telle que la décision est formulée, et c'est la confusion jetée dans la masse. Donc voilà, les curieux peut-être auront assez au recours pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Et nous allons poursuivre quand même le plaidoyer. Ce que nous avons à faire, on est dans le cadre du plaidoyer juridique. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester suffisamment concentré sur le respect des normes électorales durant tout le processus et se rappeler que ces normes ne sont pas orphelines. Et en République, ces normes répondent d'institutions qui devraient garantir en fait leur saine et bonne application. C'est pourquoi certains peuvent le percevoir peut-être aussi comme, disons, des initiatives excessives, mais pas du tout, parce que là encore, on est encore devant la coupe d'autres recours, parce que c'est ça le rôle de la société civile, c'est-à-dire monitorer, observer, suivre de près la conduite du processus et aller maintenant rendre compte aux institutions régaliennes qui ont mission, c'est-à-dire de cadencer l'état de droit, de cadencer la démocratie. Et c'est ça, c'est comme ça que la République vit, c'est comme ça que chacun reste dans son couloir, c'est comme ça que chacun joue son de façon efficace. Je ne vais pas, c'est-à-dire me mettre dans une position de critiquer telle institution ou telle institution. Nous sommes dans une logique juste, dans nos couloirs, de contribuer substantiellement au renforcement de la démocratie. Si la Cour, en rendant une telle décision, a la ferme conviction, ou bien, c'est-à-dire est convaincu d'avoir renforcé l'état de droit ou la démocratie, c'est tant mieux. Mais nous continuons toujours nous continuons par la solliciter pour autant qu'elle a un grand rôle à jouer dans ce processus qui est ouvert depuis quelques semaines. Voilà, Monsieur Ganaho, vous m'offrez là une transition parfaite pour aborder la question de la contribution réelle des OSC. Vous parlez tout à l'heure de vos attributions dans le respect des normes conditions électorale, c'est-à-dire l'éducation électorale des citoyens, la surveillance du processus électoral. Dites-nous déjà quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre dans ce sens au niveau de votre organisation. Non, Mouvement social Bénin a toujours fait le monitoring droit de l'homme du processus électoral. D'abord, certains pourraient se demander, mais pourquoi ils sortent souvent un rapport droit de l'homme et on dit encore qu'ils sont de la plateforme? Oui, la plateforme fait un monitoring classique. Et nous sommes une organisation de promotion et de défense des droits de l'homme. Donc, il y a le monitoring des droits de l'homme du processus électoral qui se fait. Et à notre niveau, la démarche, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus l'arrimage avec les normes internationales en matière de droits civils et politiques auxquels le Bénin a adhéré et qui ont déjà fait objet d'harmonisation dans nos lois à l'interne. Donc, il est important, en fait, de faire le point, de veiller à ce que vraiment ces principes soient respectés depuis l'élaboration du cadre légal des élections jusqu'au résultat définitif et après contentieux tout. Donc voilà, donc c'est-à-dire on s'inscrit dans une logique en fait de redevabilité électorale axée sur les principes de droits de l'homme. Voilà, c'est tout. Donc voilà. L'exercice que nous faisons à Mouvement social Bénin, on se prépare activement actuellement pour répondre de ce mandat classique traditionnel de l'institution 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, nous sommes là. Et donc, les recours que nous sommes en train de faire et puis les interactions de plaidoyer classiques aussi avec certaines institutions qui sont en cours répondent vraiment de cette obligation de contribuer à la redevabilité électorale relativement au principe des droits de l'homme auquel le Bénin a adhéré et qui sont déjà dans notre droit positif. Voilà, Grand-Mère Ganaho, votre organisation, votre ONG fait partie d'une plateforme qu'on a dénommée plateforme électorale des organisations de la société civile, mais on ne sent pas curieusement cette plateforme-là s'impliquer réellement dans le processus. On dirait qu'il y a un désintérêt qui s'observe au niveau de cette plateforme-là. Qu'est-ce qui explique cela, M. Ganaho? C'est vrai que vous n'êtes pas là pour parler au nom de la plateforme, mais c'est une question que je vous fais comme ça. D'abord, je ne m'autoriserai pas une prise de parole ici au nom de la plateforme, mais je dois vous dire que vous, des médias, vous pensez que
l'efficacité, c'est dans la visibilité à travers vous. C'est pas juste, hein? C'est une dictature. C'est une dictature que vous exprimez. Donc, beaucoup de choses se font dans l'ombre. Mais oui, là. Mais tant qu'on n'est pas en train, tant qu'on n'est pas visible sur les projecteurs chez vous, bien sur WhatsApp ou sur Facebook, pour vous, rien ne se fait. Non, l'efficacité n'est pas toujours à la lumière. Hein? Il y a beaucoup. C'est encore que ça devient très sensible, avec un contexte très sensible. Donc, il y a trop de choses qui se font pas plus tard. Aujourd'hui, par exemple, je sais que mes collègues seront dans une audience très importante. Voilà. Donc, il faut, non, c'est pas tout comme en situation de visibilité, pour autant qu'on n'a pas vraiment suffisamment rassuré les acteurs de part et d'autre. Le contexte est très sensible et nous essayons d'être à la hauteur du contexte. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de fin, Monsieur Ganaho? Non, juste espérer que autant nous faisons de notre mieux pour répondre vraiment et pour être à la hauteur du contexte à la société civile, que les médias aussi nous y aident et restent dans l'équilibre aussi de l'information et du traitement de l'information. Merci, Ralmeg Ganaho. Vous êtes acteur de la société civile, le président de l'ONG Changement Social Bénin. Vous étiez avec nous pour parler de la contribution de la société civile dans le processus d'organisation de la présidentielle de 2021. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce premier panel d'invités pour le compte de ce numéro de Carré Politique. À tout à l'heure.